Une femme qui te cherche aujourd'hui et t'ignore demain n'est pas un mystère. C'est un test de ta stabilité, de ton centre et de la rapidité avec laquelle tu perds la tête quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils désespèrent, écrivent trop, demandent ce qui s'est passé, sacrifient leur dignité pour un peu d'attention. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, ils perdent le respect, l'attraction et le contrôle de la situation. Cette vidéo est un guide psychologique et comportemental pour les hommes qui en ont assez de se sentir comme s'ils marchaient sur un terrain émotionnel instable. Ici, nous allons parler clairement, sans fioritures ni détours. Lorsqu'une femme alterne entre le froid et le chaud, elle n'évalue pas si tu es bon, intéressant ou suffisant. Elle évalue ton autocontrôle. Elle observe si tu es un homme solide ou un homme qui se plie face à l'incertitude. Il ne s'agit pas de la manipuler, il s'agit d'arrêter de te manipuler toi-même avec la peur, l'anxiété et les pensées infondées. Lorsque tu réagis avec désespoir, tu éteins l'attraction. Lorsque tu maintiens ton essence, ton rythme et ta vie, tu la ravives. Tout au long de la vidéo, tu comprendras pourquoi sa distance n'est pas une sentence et comment la transformer en un avantage. Tu apprendras à te retirer sans peur, à reconstruire ta valeur de l'intérieur, à montrer des progrès sans les expliquer et à retrouver ton centre émotionnel pour que son comportement cesse de t'affecter. Reste jusqu'à la fin. Si tu écoutes ceci avec l'esprit ouvert, tu vas changer la façon dont tu réponds et quand tu changes ta réponse, tu changes toute la dynamique. Ici, tu commences à arrêter de poursuivre et tu commences à attirer. 1. Retire-toi sans peur. Marcher derrière une femme qui alterne entre proximité et distance ressemble à poursuivre ton reflet dans un miroir d'eau. Tu le touches et il disparaît. Tu l'ignores et il se reforme, plus net qu'avant. Ce mouvement n'est pas un hasard. Cette oscillation existe pour mesurer ton centre. Et ici, beaucoup d'hommes se détruisent eux-mêmes parce qu'ils confondent la distance avec le rejet, alors qu'en réalité, c'est un test de stabilité émotionnelle que tous ne passent pas. Te retirer sans peur n'est pas un acte d'orgueil, c'est un acte de pouvoir. C'est ta façon de montrer que tu ne réagis pas comme un enfant qui a besoin d'attention urgente, mais comme un homme dont le monde ne se déséquilibre pas par un silence, un changement de ton ou une réponse froide. Elle observe chaque détail. Elle observe si tu te troubles, si tu te désespères, si ton anxiété te pousse à lui écrire, à te justifier, à chercher des explications que personne n'a demandées. C'est pourquoi te retirer calmement est une déclaration silencieuse mais percutante que tu n'es pas un homme qui se brise sous la pression. Beaucoup font l'erreur de courir après elle quand elle s'éloigne. Ils envoient des messages impulsifs, essaient de résoudre un problème inexistant, cherchent une validation immédiate et pensent qu'ils récupéreront ainsi la connexion. Et tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de perdre le respect. Le retrait stratégique n'est pas disparaître du monde, c'est revenir à ta vie, à tes routines, à ton but. C'est montrer que ton énergie ne dépend pas de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Un homme qui se retire sans peur est un homme qui ne négocie pas sa paix. Il ne poursuit pas les explications. Il ne dramatise pas son silence. Il ne s'enfonce pas dans les suppositions. Il continue simplement à avancer et cette attitude génère un effet psychologique puissant sur elle. Soudain, elle remarque que tu n'es pas là à attendre qu'elle décide si elle te parle ou non, si elle s'approche ou non, si elle te donne de l'affection aujourd'hui et t'ignore demain. Elle remarque que tu as ton propre mouvement. Elle remarque que ta vie n'est pas gelée pendant qu'elle décide comment agir, et cela change complètement la dynamique. Il existe une vérité inconfortable mais réelle. La plupart des femmes ne s'éloignent pas parce qu'elles ne sont plus intéressées. Elles s'éloignent pour voir si tu te désarmes, si tu te brises, si tu perds ton centre. C'est un test inconscient qui révèle immédiatement si tu es un homme émotionnellement fort ou un homme qui dépend de l'attention constante. Lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu maintiens ton pas ferme et que tu continues ta vie, quelque chose s'active dans son esprit. Elle ne pense pas,
il ne m'aime plus. Elle pense, je pourrais le perdre. Te retirer sans peur signifie aussi éviter les questions qui te font paraître insécurisé. Ne dis pas, il y a quelque chose qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu distante? Ces phrases détruisent l'attraction parce qu'elles montrent que tu es anxieux de récupérer quelque chose que, de ton point de vue, tu es en train de perdre. Mais si au lieu de cela, tu gardes le silence, le calme et la fluidité dans ta propre vie, elle sent qu'il y a quelque chose de différent. Elle sent que tu es un homme avec un contrôle émotionnel, avec des limites et avec une structure interne solide. C'est ici que tu te sépares de la majorité. La majorité réagit. Tu réponds. La majorité se désespère. Tu t'organises. La majorité s'accroche. Tu te retires. Et cette différence est ce qui élève ta valeur sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsqu'une femme remarque qu'elle ne peut pas contrôler ton état émotionnel avec sa distance, elle commence à te voir avec d'autres yeux. Et surtout, elle commence à se rapprocher à nouveau. Te retirer sans peur n'est pas abandonner. C'est montrer que ton centre est en toi, pas en elle. C'est le premier pas pour inverser la dynamique, pour récupérer le pouvoir, et pour qu'elle revienne, non pas par pression, mais par curiosité et respect. Tout commence ici. Ici, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. 2. Occupe ton esprit, pas ton anxiété. Imagine ton esprit comme une pièce avec une seule chaise au centre. Si tu ne l'occupes pas, l'anxiété s'y installe sans demander la permission. Et une fois qu'elle s'installe, elle commence à inventer des histoires, à exagérer les silences, à interpréter les regards et à créer des tempêtes où il n'y avait qu'une légère brise. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une femme prend ses distances et que tu n'as pas ton esprit occupé par ta propre vie. Tu laisses de l'espace libre, et cet espace est rempli par la peur, l'imagination, le besoin, l'obsession, et rien ne détruit plus rapidement l'attraction qu'un homme gouverné par ses pensées plutôt que par son attitude. La plupart des hommes pensent que la distance d'une femme fait mal parce qu'ils la regrettent. Non, ça fait mal parce qu'ils n'ont pas assez de structure interne pour se soutenir eux-mêmes. Ça fait mal parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps ni de leur tête quand elle ne répond pas. Et ce vide mental est dangereux car il te pousse à imaginer des scénarios qui n'existent pas, à penser que tu l'as perdue, à croire qu'elle a besoin que tu insistes pour qu'elle revienne. L'anxiété te ment. L'anxiété te pousse à agir par peur. C'est pourquoi tu dois occuper ton esprit avant que l'anxiété ne le fasse pour toi. Lorsqu'une femme devient froide, ta réaction automatique est de vérifier ton téléphone plus souvent, de rester en pause en attendant qu'elle écrive, de ressentir un vide dans la poitrine, de perdre la concentration et de te retrouver piégé dans un cercle mental absurde. C'est alors que tu deviens le genre d'homme qui perd son attrait. Parce que l'anxiété ne te vole pas seulement la paix, elle te vole le pouvoir. Elle te rend impulsif, réactif, nécessiteux. Tu ne peux pas te permettre cela. Ton esprit doit être un territoire gouverné par toi, pas par les émotions du moment. Occuper ton esprit signifie que ta vie ne s'arrête pas pour quelqu'un qui est en train de décider comment bouger. Cela signifie remplir ton agenda avec de l'activité réelle et non avec des pensées. Des objectifs, la salle de sport, le travail, des projets personnels, de nouveaux apprentissages, la famille, les amis, tout ce qui construit ton identité au-delà de toute relation. Lorsque tu as une vie bien remplie, tu n'as pas de place pour l'obsession. Et lorsque tu n'es pas obsédé, ton énergie change, ta présence change, ta vibe change. Une femme ressent la différence entre un homme qui l'attend et un homme qui avance. Occuper ton esprit est aussi un acte de discipline émotionnelle. C'est choisir de ne pas rester dans la chaise vide de l'incertitude. C'est contrôler l'impulsion de vérifier les réseaux, d'analyser les messages, de chercher des indices là où il n'y en a pas. C'est revenir à ta vie chaque fois que ton esprit veut te détourner vers l'anxiété. Cela démontre la maturité. Une femme perçoit quand tu as ton propre monde et quand tu es un homme qui se tient debout.
Elle perçoit quand ta vie continue de fonctionner, même si elle est froide. Et ce contraste est ce qui ravive l'intérêt. Si tu n'occupes pas ton esprit te détruit. Aussi simple que cela. Mais quand tu le remplis de but, d'action et de concentration, il n'y a pas de place pour le désespoir. Et quand il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de besoin. Et quand il n'y a pas de besoin, il y a de l'attrait. Parce qu'un homme qui ne perd pas la tête à cause de la distance est un homme qui dégage de la sécurité, un homme qui inspire, un homme qui attire l'attention sans la demander. Comprends quelque chose de fondamental. La distance féminine n'est pas un signal pour rester immobile en attendant. C'est un signal pour avancer vers toi, pour grandir, pour devenir plus intéressant, plus fort, plus occupé, plus concentré. Chaque minute que tu passes à penser à ce qu'elle fait est une minute que tu perds à construire ce que tu devrais être en train de faire. 3. Construis une valeur qui ne dépend pas d'elle. Il y a une vérité que la plupart des hommes connaissent trop tard. La valeur personnelle est comme une ville. Si tu ne la construis pas brique par brique, tu dépendras de quelqu'un d'autre pour la soutenir. Et quand cette personne s'éloigne, même pour quelques jours, toute ta structure s'effondre. C'est le problème quand ton estime de toi dépend de l'attention d'une femme qui est chaleureuse aujourd'hui et distante demain. Tu ne perds pas quelqu'un. Tu perds le miroir où tu reflétais ta valeur, et c'est pourquoi ça fait si mal. Non pas parce qu'elle est indispensable, mais parce que tu ne t'es pas rendu indispensable à toi-même. La confusion survient quand elle change son comportement et que soudainement tu te sens plus petit, plus insécurisé, plus douteux de toi. Mais tu ne doutes pas de toi, tu doutes de la valeur que tu croyais avoir, parce que tu l'avais construite sur la validation de quelqu'un d'autre. C'est ce qui sépare les hommes émotionnellement forts de ceux qui se brisent au moindre mouvement. Les premiers construisent leur valeur de l'intérieur, les seconds la cherchent à l'extérieur. Tu ne vas plus faire partie du second groupe. Construire une valeur qui ne dépend pas d'elle commence quand tu comprends que l'attraction féminine ne se maintient pas avec de belles paroles, ni avec un effort désespéré, mais avec une identité solide, une identité propre, une identité formée par ce que tu fais, par ce que tu es, par ce que tu construis quand personne ne te regarde. Si une femme est capable de bouleverser complètement ton état émotionnel, juste en s'éloignant un peu, cela signifie que tu n'as pas travaillé sur ta base. Tu vis sur une surface fragile, et il est temps de la renforcer. Ne confonds pas la valeur avec l'arrogance. Ce sont des choses différentes. L'arrogance crie pour être vue, la vraie valeur n'a pas besoin de faire du bruit. Elle existe dans la façon dont tu te comportes quand tu es seul, dans la façon dont tu avances, même si personne ne le célèbre, dans la manière dont tu restes ferme quand on te met à l'épreuve émotionnellement. L'homme qui a de la valeur personnelle ne rivalise avec personne. Il n'essaie pas de convaincre, il ne demande pas d'explication. Il ne réagit pas de manière exagérée à la distance. Il continue simplement d'être qui il est. Et cette constance est ce qu'une femme respecte et recherche, même si elle ne le dit jamais à haute voix. Construire de la valeur signifie travailler sur ton corps pour te voir mieux, sur ton esprit pour penser plus clairement, sur ta vie pour avoir des options, sur tes objectifs pour ne pas dépendre d'un message, pour te sentir complet. Cela signifie avoir une direction, avoir des standards, avoir des limites. Cela signifie savoir que tu peux perdre n'importe qui, sauf toi-même. Et quand tu arrives à ce point, le jeu change. Elle le perçoit. Les femmes sentent toujours quand un homme a une valeur authentique et quand il fait semblant d'être sûr de lui pour les impressionner. Tu ne peux pas les tromper avec ça. Pas du tout. Le comportement froid et chaud révèle souvent quel type d'homme tu es vraiment. Si elle s'éloigne et que tu t'effondres, ta valeur était superficielle. Si elle s'éloigne et que tu restes serein, ta valeur est légitime. C'est pourquoi ce point est crucial. Elle peut changer son attitude autant de fois qu'elle le souhaite, mais si tu restes stable, elle comprend que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et quand une femme ressent cela, quand elle sent que tu es complet sans avoir besoin de son attention, le respect apparaît. Et le respect est le moteur de l'attraction véritable. Construire de la valeur implique aussi de ne pas faire d'elle le centre de ta vie.
Ta vie doit être remplie d'expériences, de croissance, de défis, de discipline, de réalisation. Il doit y avoir du mouvement même quand elle est statique. 4. Transforme sa distance en ton avantage. La distance d'une femme fonctionne comme une ombre projetée sur le mur. Tandis que tu essaies de l'attraper avec tes mains, elle s'échappe. Mais dès que tu restes immobile et en contrôle, l'ombre cesse de bouger et révèle ce qui se passe réellement. C'est exactement ce qui se passe quand elle s'éloigne sans raison apparente. Sa distance n'est pas un mur, c'est un miroir. Et selon ta réaction, ce miroir te montre si tu agis par peur ou par pouvoir. La plupart des hommes interprètent la distance comme une menace, comme un signe que quelque chose ne va pas, comme un avertissement qu'ils vont la perdre. Et à ce moment-là, ils commettent les erreurs qui les enterrent. Ils cherchent des explications, envoient des messages inutiles, demandent pourquoi elle est froide, essaient de récupérer ce qu'ils croient être en train de disparaître. Et sans le savoir, ils font exactement ce qui détruit l'attraction. Elle ne s'éloigne pas pour que tu la poursuives. Elle s'éloigne pour observer comment tu gères l'incertitude. Transformer sa distance en ton avantage nécessite un changement complet de mentalité. Il ne s'agit pas de résister, il ne s'agit pas de l'ignorer par fierté. Il s'agit de continuer à avancer avec une telle naturalité que sa distance ne définit pas ton rythme. Et quand elle perçoit cela, quelque chose change instantanément. Elle ne sent pas que tu te figes en attendant sa réaction. Elle sent que tu continues à grandir sans rien attendre d'elle. Ce mouvement indépendant est ce qui suscite un réel intérêt chez une femme habituée à ce que tout le monde réagisse à ces changements de température émotionnelle. Sa distance devient ton avantage lorsque tu l'utilises comme un terrain fertile pour t'améliorer. Quand tu ne perds pas de temps à te demander « qu'est-ce que j'ai fait ?» mais que tu investis ce temps à aller à la salle de sport, à apprendre quelque chose de nouveau, à travailler sur tes objectifs, à renforcer ta présence. Quand elle s'éloigne et que tu deviens plus discipliné, plus attirant, plus solide, plus concentré, elle le remarque. Et ce contraste entre son froid et ton avancement crée un malaise silencieux dans son esprit. La possibilité qu'elle te perde pendant qu'elle joue à s'éloigner. Cette sensation vaut plus que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Ici, il est crucial de comprendre quelque chose d'essentiel. La distance ne tue pas l'attraction, elle la révèle. Elle révèle quel type d'homme tu es quand on ne te donne pas ce que tu veux. Elle révèle si ton équilibre est authentique ou s'il n'existe que lorsque tu reçois de l'attention. Elle révèle si tu es de ceux qui s'effondrent ou de ceux qui s'élèvent. Et la vérité est simple. Une femme respecte l'homme qui s'élève. Toujours. Transformer sa distance en ton avantage implique aussi de ne pas tout prendre personnellement. La plupart des comportements froids n'ont rien à voir avec toi. Souvent, ce sont des tests inconscients, des moments d'introspection pour elle, ses insécurités, des changements internes qu'elle n'exprime pas, ou de simples fluctuations émotionnelles. Mais quand tu le prends comme une blessure personnelle, tu agis à partir de la réaction infantile et non de la sérénité adulte. Et cela te fait perdre du terrain. L'avantage apparaît lorsque tu profites de ce silence pour te concentrer plus sur ton monde que sur le sien. L'avantage apparaît lorsque sa froideur ne t'éteint pas, mais te stimule. L'avantage apparaît lorsque tu ne te bats pas contre sa distance, mais que tu changes de direction vers toi-même. Et cette direction mène toujours à une amélioration, à une croissance, à une version de toi plus puissante. Une femme observe quand tu ne réagis pas à son éloignement. Elle voit quand tu ne cours pas derrière. Elle remarque quand tu ne te troubles pas, et ce comportement la déconcerte car ce n'est pas ce qu'elle attend. La plupart des hommes implosent émotionnellement quand elle s'éloigne, mais pas toi. 5. Montre du progrès sans l'expliquer. Il y a un phénomène curieux dans la nature. Quand un arbre grandit, il ne fait pas de bruit, il n'annonce pas qu'il étend ses racines, ni ne se vante que ses branches se renforcent. Il grandit simplement, silencieux, constant, inévitable. Et un jour, ceux qui l'entourent le regardent et pensent « Quand est-ce qu'il est devenu cela ?» C'est ainsi que fonctionne le véritable progrès masculin lorsque tu es confronté à une femme qui est froide et chaude. Il ne s'annonce pas, il ne s'explique pas, il ne se justifie pas. Il se montre.
Et ce contraste entre sa distance et ta croissance silencieuse a un impact psychologique plus grand que tu ne l'imagines. La plupart des hommes font l'erreur d'essayer de prouver leur valeur avec des mots. Ils publient des sous-entendus, montrent leur réalisation avec désespoir, se précipitent pour lui dire qu'il change pour voir si cela l'impressionne. Et sans s'en rendre compte, cela détruit l'essence du progrès. Plus tu essaies de convaincre quelqu'un que tu as amélioré, moins tu sembles crédible. La valeur authentique se perçoit, elle ne se déclare pas. C'est pourquoi cette étape est si puissante. Lorsque tu progresses en silence, elle le ressent même avant de le voir. Sa distance devient inconfortable parce qu'elle remarque que tu ne t'arrêtes pas, et à ce moment-là, tu commences à reconfigurer complètement sa perception. Montrer du progrès sans l'expliquer implique que ta vie évolue, non pas pour attirer son attention, mais parce que tu en as besoin. Tes routines s'améliorent, ta discipline augmente, ton physique change, tes objectifs avancent, ta présence devient plus ferme, tu deviens plus sélectif, plus concentré, plus intéressant. Et quand elle remarque ces changements sans que tu les aies annoncés, quelque chose se passe dans son esprit. Elle commence à se demander ce qui se passe avec toi. Elle commence à être curieuse. Elle commence à voir que tu n'es plus le même homme qui était pris au piège dans l'incertitude de son comportement. Le progrès silencieux a aussi un effet émotionnel profond sur toi. Il te force à arrêter d'agir par réaction. Il te force à agir par conviction. Tu ne fais pas les choses pour envoyer un message, tu les fais parce qu'elles sont nécessaires pour devenir l'homme que tu veux être. Et quand un homme agit par conviction, son énergie change. Il devient plus intense, plus présent, plus sûr. Une femme le perçoit même à distance, même s'il ne parle pas pendant des jours. Les femmes ressentent la croissance authentique, parce que ce type d'évolution se reflète dans le comportement, dans la posture, dans la façon d'écrire, dans le rythme de vie. Sans l'expliquer signifie exactement cela. Tu ne justifies pas tes absences, tu n'annonces pas tes objectifs, tu ne cherches pas l'approbation, tu laisses ta vie parler pour toi, tu laisses tes actions expliquer ce que tu essayais auparavant de dire avec des mots. Et cela te donne un avantage qu'elle ne peut ignorer. La plupart restent coincés dans un cycle de stagnation émotionnelle pendant que tu progresses en silence. Ce contraste est puissant, il est réel, il est attrayant. Quand elle se rapproche à nouveau, parce qu'elle le fera tôt ou tard, elle va rencontrer un homme différent de celui qu'elle a laissé en attente. Elle va remarquer que tu n'étais pas arrêté. Elle va remarquer que tu as grandi, que tu as changé, que tu t'es amélioré, que tu n'avais pas besoin d'elle pour évoluer. Cette découverte suscite un respect immédiat. Et le respect ouvre toujours la porte à une nouvelle attraction qui ne dépend plus du jeu froid-chaud, mais de la force qu'elle perçoit en toi. Montrer du progrès signifie aussi que tu t'éloignes du besoin de prouver. 6. Sois subtilement imprévisible. L'attraction fonctionne comme un feu de camp. Si tu t'approches trop, tu l'étouffes. Si tu t'éloignes trop, elle s'éteint. Mais lorsque tu maintiens un rythme imprévisible juste au bon endroit, la flamme grandit sans que tu aies à la souffler. C'est ce que font les hommes qui savent gérer la psychologie féminine sans tomber dans des jeux absurdes. Ils ne deviennent pas des acteurs ni des manipulateurs, ils permettent simplement que leur énergie ne soit pas prévisible. Et cette imprévisibilité stratégique est l'une des forces les plus puissantes lorsque tu as affaire à une femme qui est chaude aujourd'hui et distante demain. Être subtilement imprévisible ne signifie pas disparaître sans raison, ni agir avec immaturité. Ce n'est pas ignorer, ce n'est pas punir, ce n'est pas faire la même chose qu'elle fait pour voir si ça fait mal. C'est un comportement d'enfant. Ce que tu vas appliquer est une forme mature d'imprévisibilité basée sur un principe simple. Cesser d'être un homme dont le comportement peut être anticipé. Quand elle sait exactement comment tu vas réagir, elle perd de l'intérêt. Quand elle ne sait pas, elle devient curieuse. Et la curiosité est le moteur principal qui fait qu'une femme revient sans que tu aies à lever le petit doigt. La plupart des hommes sont trop linéaires. Si elle écrit, ils répondent immédiatement. Si elle s'éloigne, ils se désespèrent. Si elle montre de l'affection, ils se donnent complètement.
Si elle devient froide, ils entrent en crise. C'est un comportement prévisible, plat, ennuyeux. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien qui retienne son attention. Elle sait exactement ce qui va se passer, et cela tue l'attraction sans que tu t'en rendes compte. Être subtilement imprévisible, c'est ajuster ta présence. Parfois être présent calmement, d'autres fois continuer ta vie sans être disponible tout le temps. Parfois répondre avec énergie, d'autres fois brièvement. Parfois écrire en premier, d'autres fois ne pas écrire du tout. Non pas parce que tu suis des règles, mais parce que tu n'es pas émotionnellement attaché à chaque mouvement qu'elle fait. Cette indépendance naturelle crée une imprévisibilité authentique. La clé est de ne pas chercher à ce qu'elle réagisse. La clé est de vivre de manière si active, concentrée et équilibrée que tes actions ne suivent plus le rythme de ses émotions, mais le rythme de ta vie. Et quand cela se produit, ta présence devient moins répétitive, moins évidente, moins accessible. Tu deviens un homme qui a son propre flux, son propre agenda, ses propres intérêts, ses propres temps. Cela déconcerte une femme qui est habituée aux hommes qui tournent autour d'elle. L'imprévisibilité subtile implique également que tu ne donnes pas toujours le même type d'attention. Parfois tu es chaleureux, parfois tu es calme. Parfois tu approfondis la conversation, parfois tu gardes une distance émotionnelle sans justification. Cet équilibre crée un contraste qui active un instinct psychologique en elle, le besoin de te comprendre. Et quand une femme veut te comprendre, elle veut se rapprocher. Mais voici le plus important, l'imprévisibilité ne fonctionne pas si tu la simules. Elle doit naître d'un style de vie réel. Si tu deviens imprévisible avec une intention manipulatrice, elle le sent. Si tu deviens imprévisible parce que tu es plein d'activités, d'objectifs, de mouvements et de buts, elle le sent encore plus. L'authenticité est toujours perçue. Et tu veux qu'elle perçoive la force, pas une stratégie bon marché. 7. Maintien des standards fermes. Une relation sans standard est comme une maison sans fondation. Tu peux la décorer, tu peux la peindre, tu peux la remplir de meubles coûteux, mais au premier tremblement, elle s'effondre complètement. C'est ce qui se passe quand un homme n'a pas de limite, ne sait pas ce qu'il mérite et accepte n'importe quel comportement pour ne pas perdre une femme. Elle ne te respecte pas, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle remarque que tu ne te respectes pas. Les standards ne sont pas des règles rigides, ils sont la structure émotionnelle qui t'empêche de devenir quelqu'un de manipulable, d'insécurisé ou de désespéré. Ils sont le filtre qui sépare ce qui te construit de ce qui te détruit. Quand une femme agit de manière froide et chaude, la première chose qu'elle observe n'est pas ta réaction immédiate, mais combien tu tolères, combien d'instabilité tu permets. Combien d'incohérences tu laisses passer, combien d'inconsistances tu es prêt à accepter sans rien dire. Un homme qui permet trop devient un homme facile à manipuler. Un homme qui sait où sont ses limites est un homme qui ne se plie pas, même quand il aime quelqu'un. Et cette fermeté est magnétique. Maintenir des standards fermes ne signifie pas être agressif ou contrôlant. C'est avoir une clarté totale sur la façon dont tu souhaites être traité et ce que tu ne vas pas accepter, peu importe à quel point elle est belle ou combien tu es intéressé. Cela signifie que tu ne tolères pas le manque de respect, que tu ne reçois pas des miettes émotionnelles, que tu n'acceptes pas des excuses constantes, que tu ne justifies pas des comportements qui te blessent. Cela signifie que tu n'es pas disponible pour quelqu'un qui n'apparaît que quand cela lui convient. Tu n'es pas une station où l'on arrive quand il fait froid et que l'on abandonne quand il y a du soleil. Ta présence est un privilège, pas une échappatoire émotionnelle. Beaucoup d'hommes baissent leurs standards par peur de la perdre, et c'est là que la tragédie se produit. La peur détruit toutes les limites. Elle te fait accepter des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs. Elle te fait justifier des froideurs, des absences, des mauvais traitements ou des attitudes ambiguës. Elle te fait penser que, si je supporte un peu plus, elle reviendra aussi chaleureuse qu'avant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu baisses tes standards, elle baisse son respect. Quand tu maintiens tes standards, elle augmente son intérêt. Un standard ferme et simple.
Tu ne cours pas après quelqu'un qui n'est pas présent. Tu n'insistes pas là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne restes pas dans un cycle émotionnel qui t'épuise. Tu n'es pas là pour être une deuxième option. Et le plus important, tu ne permets pas que son comportement détermine ta valeur. Tu décides quand une dynamique n'est plus acceptable. Tu décides quand tu as besoin de distance. Tu décides quel type d'interaction est digne de ton temps et lequel ne l'est pas. La fermeté ne se démontre pas avec des mots, elle se démontre avec des décisions, avec des actions qui montrent que ton bien-être passe avant tout. Quand elle s'éloigne sans explication, tu ne demandes pas désespérément ce qui se passe. Quand elle te répond de manière froide, tu ne compenses pas en étant plus tendre. Quand elle te traite avec indifférence, tu ne lui donnes pas plus d'efforts. Quand son intérêt est intermittent, tu ne restes pas coincé en attendant qu'un jour elle se stabilise. Tu te stabilises, tu fixes le rythme, tu décides quelle place elle occupe dans ta vie. Quand elle voit que tu as des standards, que tu n'acceptes pas d'être traité de n'importe quelle manière, que tu te donnes ta place non pas à partir de l'ego, mais à partir de la dignité, quelque chose change dans sa perception. Elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas jouer avec tes émotions, qu'elle ne peut pas disparaître et revenir comme si de rien n'était, qu'elle ne peut pas tester ta tolérance infinie parce que tu ne l'as pas. Elle commence à voir que tu n'es pas comme les autres. 8. Contrôle tes émotions avant d'agir. Les émotions internes fonctionnent comme un cheval sauvage. Si tu le montes sans savoir comment le gérer, il te renverse. Si tu le ligotes trop fort, il se blesse et devient plus indomptable. Mais quand tu apprends à le diriger avec calme et fermeté, il devient ta force la plus puissante. De la même manière, fonctionne l'esprit masculin quand une femme est froide un jour et chaude le lendemain. L'impulsion naturelle te pousse à réagir, à écrire, à exiger de la clarté, à chercher des réponses immédiates. Mais chaque réaction impulsive est comme lâcher le cheval juste au moment où il a le plus besoin de guidance. Et ce dérèglement est ce qui détruit le plus l'attraction. L'homme qui ne contrôle pas ses émotions tombe dans les mêmes erreurs encore et encore. Il écrit de longs messages pour clarifier. Il demande des explications qu'elle ne compte pas donner. Il désespère quand elle met du temps à répondre. Il se compare aux autres hommes. Il a peur de la perdre. Il agit par panique, par doute, par manque. Et elle perçoit tout ce tourbillon émotionnel, même si tu ne le verbalises pas. Les femmes ressentent l'énergie d'un homme instable, et l'instabilité émotionnelle est l'antidote parfait contre l'intérêt. Contrôler tes émotions avant d'agir ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie le diriger. Cela signifie comprendre que la première impulsion est presque toujours la pire. La réaction immédiate est celle qui naît de la peur. La réponse réfléchie naît de la force. Et tu as besoin de devenir un homme qui répond, pas un homme qui réagit. Cette transition est ce qui sépare un homme émotionnellement mature d'un homme émotionnellement dépendant. Quand elle se distancie, ton premier réflexe peut être de lui écrire. Ne le fais pas. Quand elle répond sèchement, ton réflexe peut être de lui montrer de l'affection pour compenser. Ne le fais pas. Quand elle se montre indifférente, ton réflexe peut être de demander pourquoi. Ne le fais pas. Chacune de ces actions révèle une insécurité, pas un intérêt véritable. Elle révèle que tu es plus préoccupé par la peur de la perdre que par le maintien de ton propre centre. Et cette préoccupation excessive est exactement ce qui éteint l'attraction. Le contrôle émotionnel implique d'attendre, laisser la première vague se calmer, penser avant d'agir, respirer avant d'envoyer un message, reconnaître que tes émotions ne peuvent pas prendre le contrôle. La plupart des hommes qui perdent une femme ne la perdent pas à cause de ce qu'ils ressentent, mais à cause de la façon dont ils agissent quand ils ressentent. L'émotion ne te détruit pas, la réaction si. Contrôler tes émotions signifie aussi interpréter son comportement d'un point de vue rationnel, pas émotionnel. Si elle est distante, cela ne signifie pas qu'elle t'a déjà oublié. Si elle est froide, cela ne signifie pas qu'elle ne se soucie pas de toi. Si elle met du temps à répondre, cela ne signifie pas qu'elle t'a remplacé. Mais quand tu es émotionnellement déréglé, ton esprit crée des histoires négatives sans fondement.
Et ces histoires te poussent à agir de manière à l'éloigner. La clarté émotionnelle te permet de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme ton anxiété veut que tu les vois. L'attraction féminine repose sur un principe simple. L'homme émotionnellement stable gagne toujours. L'homme émotionnellement impulsif perd toujours. Une femme peut être complexe, changeante, émotionnelle, mais ce qu'elle cherche chez un homme, c'est l'équilibre. Quelqu'un qui ne s'effondre pas à cause d'un changement d'attitude. Quelqu'un qui garde le contrôle même en situation d'incertitude. Quelqu'un qui ne fait pas d'un petit éloignement un drame. Quelqu'un qui a suffisamment d'intelligence émotionnelle pour ne pas saboter la connexion. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ta vie ne change pas jusqu'à ce que tu en aies assez, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes en face et reconnaisses que tu ne peux plus être la même version faible, distraite et brisée que tu as laissé exister pendant des années. C'est le point de rupture. Ce moment où tu comprends que, si tu ne prends pas le contrôle maintenant, personne ne le fera pour toi. Et je le dis sans fioriture, ta vie restera la même si tu continues à agir de la même manière. La transformation commence lorsque tu acceptes une vérité inconfortable. Tu es responsable de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Pas tes parents, pas ton passé, pas tes peurs. Toi. Et je sais que ça fait mal de l'entendre, mais c'est aussi ce qui te libère. Parce que lorsque tu comprends que tout dépend de toi, l'excuse cesse d'exister. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une motivation bon marché. Elle est pour ceux qui veulent vraiment changer. Pour ceux qui sont prêts à abandonner des habitudes médiocres, des pensées toxiques, des comportements répétitifs et l'éternelle habitude de se saboter. Elle est pour ceux qui sont prêts à se briser de l'intérieur si cela signifie se reconstruire plus fort. Tu vas entendre 8 leçons qui ne cherchent pas à te faire sentir bien, mais à te réveiller. Elles vont te déranger. Elles vont te demander. Elles vont te confronter à la personne que tu es et à la personne que tu devrais être. Et si tu décides de les écouter avec honnêteté, tu vas commencer un processus que très peu ont le courage de commencer. Laisser derrière toi ton moi brisé pour devenir quelqu'un de discipliné, conscient, émotionnellement solide et maître de lui-même. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour renaître. Et cette renaissance commence aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à prendre le contrôle sans excuse, alors oui, reste. Parce que ce n'est pas un message pour te divertir, c'est un message pour te transformer. 1. Prends le contrôle de ta vie. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des passagers assis à l'arrière d'une voiture qu'ils devraient eux-mêmes conduire. Ils regardent par la fenêtre comment les jours, les années, les opportunités passent, mais ils ne touchent jamais le volant parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre devrait s'en charger. C'est la métaphore parfaite d'une vie sans contrôle, une vie où tu existes, mais tu ne diriges pas, où tu respires, mais tu ne décides pas, où tu survis, mais tu ne construis pas. Et la vérité est dure, mais simple. Tant que tu resteras assis sur ce siège, ta vie ne sera jamais la tienne. Prendre le contrôle de ta vie signifie arrêter d'attendre que le monde change pour toi, arrêter d'attendre que les circonstances s'adaptent à tes désirs, arrêter de blâmer des facteurs externes pour ce que tu ne fais pas. La plupart des gens sont piégés dans une mentalité de victime sans s'en rendre compte. Ils pensent que leur malheur vient des autres, de leur environnement, de leur passé, de leur malchance, de leur génétique, de leur histoire. Et bien que tout cela ait une influence, rien de tout cela ne justifie l'inaction. Un stoïcien le comprend clairement, même s'il n'a pas demandé son histoire, il est responsable de ce qu'il en fait. Quand tu ne prends pas le contrôle de ta vie, quelqu'un d'autre le fait pour toi. La société, la famille, les attentes, le confort, la dopamine, les distractions, les peurs,
Tous deviennent des conducteurs qui t'emmènent vers des destinations que tu n'as pas choisies. Mais quand tu décides de reprendre le volant, tu retrouves ta direction, ton identité et ton but. Cette étape n'est pas une motivation vide, c'est un acte de discipline psychologique. Cela implique de regarder en face tout ce que tu as permis, tout ce que tu as ignoré, tout ce que tu as reporté, tout ce que tu as accepté même en sachant que cela te faisait du mal. Prendre le contrôle, c'est reconnaître que blâmer quelqu'un d'autre ne te sert plus à rien. Celui qui prend le contrôle assume quelque chose d'important. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de tes décisions, de tes actions et de tes excuses. Rien ne change jusqu'à ce que tu comprennes cela. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu l'acceptes. Contrôler ne signifie pas rigidité. Cela signifie direction consciente. Cela signifie te demander chaque jour ce que tu construis, ce que tu permets, ce que tu renforces et ce que tu détruis sans t'en rendre compte. La vie ne se transforme pas avec des désirs. Elle se transforme avec des décisions inconfortables, répétées tous les jours. La réalité est que le contrôle ne se sent pas glorieux au début. Il se sent lourd, il exige une honnêteté brutale, il exige de cesser d'utiliser le passé comme refuge, il exige d'abandonner les anciennes narrations qui te décrivent comme incapable. Quand tu prends le contrôle, tu te rends compte que tu n'as pas autant de défauts que tu le pensais. Tu as seulement des habitudes, des schémas et des pensées que tu n'as jamais remises en question. Et si tu les remets en question, ils changent. Si ils changent, tu changes. Le contrôle commence dans l'esprit, continue dans les décisions et se consolide dans la discipline. Prendre le contrôle signifie aussi corriger le cap chaque fois que tu dévies. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'engagement. Tu ne cherches pas la motivation, tu cherches la constance. Les gens forts n'ont pas des vies parfaites, ils ont des vies contrôlées. Ils ne se laissent pas emporter par leurs impulsions, par leurs peurs ou par l'inertie de l'environnement. Ils choisissent, ils décident, ils agissent même s'ils n'en ont pas envie. C'est la différence entre une vie construite et une vie accidentelle. Si tu veux te transformer, c'est la première étape et la plus difficile. Prends le contrôle de ta vie et arrête de donner ton pouvoir. Récupère le volant. Dirige ta route. Cette fois, c'est toi qui décides où tu vas, et cette fois, tu ne vas pas freiner. 2. Agisse sans dépendre de tes envies. Il y a des jours où ton esprit est comme une porte lourde qui ne veut pas s'ouvrir. Tu pousses un peu et elle ne bouge pas. Tu pousses à nouveau et elle reste la même. Et il arrive un moment où tu te convaincs que si la porte ne s'ouvre pas facilement, alors ce n'est pas le moment. C'est le piège de la motivation. C'est comme attendre que cette porte s'ouvre d'elle-même. Et si tu dois apprendre quelque chose pour te transformer vraiment, c'est ceci. La vie n'attend pas, les envies n'arrivent pas et le moment parfait n'existe pas. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie reste coincé là où il est. Agir sans dépendre de ses envies signifie comprendre que la discipline est beaucoup plus puissante que n'importe quelle émotion passagère. Les envies sont fragiles, elles se brisent avec la fatigue, le stress, le doute, la peur, l'ennui. La discipline, en revanche, se maintient même lorsque le corps ne veut pas, même lorsque l'esprit invente des excuses, même lorsque la journée est lourde. La personne qui change sa vie n'est pas celle qui se motive, c'est celle qui bouge. C'est celle qui comprend que faire ce qu'il faut faire ne nécessite pas de permission émotionnelle. La plupart des gens vivent à la merci de leurs états internes. S'ils se sentent bien, ils avancent. S'ils se sentent mal, ils s'arrêtent. S'ils sont inspirés, ils créent. S'ils sont démotivés, ils abandonnent. Ce va-et-vient émotionnel transforme leur vie en un cycle interminable de départ et d'abandon. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès réel, parce qu'ils n'avancent que lorsque des milliers de conditions externes et internes sont alignées. Vivre ainsi, c'est vivre en réactivité. Un stoïcien le sait. Le monde interne est instable, mais l'action ne doit pas l'être. Agir sans envie ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie ne pas les laisser décider pour toi. Cela signifie savoir que tu peux te sentir fatigué et quand même t'entraîner, te sentir triste et quand même poursuivre tes objectifs.
avoir peur, et quand même faire le pas dont tu as besoin. Non pas parce que tu es en acier, mais parce que tu es engagé dans ta direction. Ton identité change lorsque tes actions cessent de dépendre de ton état émotionnel. Le véritable changement se produit lorsque tu décides d'agir même dans tes pires jours. N'importe qui agit dans ses meilleurs moments. Le problème est que les envies sont addictives. La société te vend l'idée que tout doit se sentir bien, que si cela ne t'excite pas, ce n'est pas pour toi, que si cela ne coule pas, ce n'est pas authentique, que si cela te coûte, ce n'est pas ton chemin. Cette mentalité a détruit plus de rêves que l'échec, parce qu'elle convainc les gens que l'effort est un signal pour se retirer, alors qu'en réalité, l'effort est la preuve que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Les envies sont un luxe, la discipline est une obligation. Ta vie change lorsque tu transformes l'action en une décision, pas en un désir. Lorsque tu dis « je le fais parce que j'ai dit que je le ferai », pas parce que je me sens inspiré. Lorsque tu comprends cela, tu deviens imbattable. Parce que tu ne dépends plus des bons ou des mauvais jours, tu dépends de ta volonté. Et la volonté se renforce chaque fois que tu fais quelque chose sans vouloir le faire. C'est le véritable entraînement mental. Agir sans envie jusqu'à ce que ton cerveau comprenne que l'action n'est pas négociable. Si tu veux construire une vie forte, stable et concentrée, arrête d'attendre d'avoir envie. Arrête de chercher des signes. Arrête de donner du pouvoir à ton état émotionnel. Fais ce que tu as à faire, et c'est tout. Non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu t'es engagé envers toi-même. La personne qui ne dépend pas de ses envies est celle qui avance vraiment, celle qui change vraiment, et celle qui, avec le temps, devient quelqu'un qui ne se sabote plus, mais qui se respecte. 3. Nettoie ton esprit et ta dopamine. L'esprit humain ressemble beaucoup à un verre embué. Peu importe à quel point tu es brillant, à quel point tu veux avancer ou à quel point ta vision est grande, si le verre est couvert de buée, tu ne vois rien clairement. Tu prends de mauvaises décisions, tu perds ton focus et tu agis par impulsion plutôt que par intention. C'est exactement ce qui se passe lorsque ta dopamine est déréglée, lorsque ton esprit est saturé de stimuli rapides, de récompenses faciles et de micro-plaisirs qui te privent de discipline, de concentration et de direction. Tu n'es pas fatigué, tu es saturé. Tu n'es pas perdu, tu es embrouillé. Et quand l'esprit est embrouillé, toute la vie devient désordonnée. Nettoyer ton esprit et ta dopamine signifie rompre avec la façon automatique dont tu vis. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, ils réagissent. Ils ne choisissent pas, ils répondent seulement aux impulsions. Ils ne se déplacent pas par conviction, mais par gratification instantanée. Ils sautent de vidéo en vidéo, d'application en application, de distraction en distraction. Et leur cerveau s'habitue à vivre à un niveau constant de bruit qui lui vole la capacité de se concentrer, d'être présent, de construire quelque chose de réel. Ce n'est pas un hasard si tu as du mal à lire, à penser, à t'asseoir en silence ou à maintenir une seule tâche sans te distraire. Ton esprit est entraîné à ne pas tolérer l'inconfort de la concentration. Quand ton système de dopamine est saturé, tu as besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir moins. Et plus tu consommes de stimuli, moins une vie réelle te procure de plaisir. Ton cerveau s'habitue à des micro-décharges constantes et commence à considérer comme ennuyeux tout ce qui nécessite de la patience, de l'effort, de la répétition ou du silence. Et qu'est-ce qui se construit dans la vie réelle? Tout ce qui semble ennuyeux, difficile ou peu stimulant à court terme. C'est pourquoi nettoyer ton esprit est une nécessité psychologique, pas une option. Si tu ne le fais pas, tes objectifs ne te sembleront jamais attrayants parce que ton cerveau est programmé pour préférer des gratifications qui ne te donnent rien en retour. Un stoïcien le comprenait bien. L'esprit a besoin d'ordre, de silence, de concentration et de clarté. Et rien de tout cela n'est possible tant que tu restes esclave d'un cycle de dopamine incontrôlé. Lorsque tu ne nettoies pas ton esprit, ta vie entre dans un état de bruit chronique. Tu perds de l'énergie dans des choses qui n'ont pas d'importance,
Tu dépenses de l'attention dans des stimuli qui te drainent et tu deviens dépendant de ce qui te divertit plutôt que de ce qui te transforme. Nettoyer ta dopamine ne signifie pas éliminer tout plaisir. Cela signifie rétablir ta sensibilité, retrouver ta capacité à apprécier la simplicité et reprendre le contrôle de ton esprit. Cela implique de réduire la consommation impulsive de réseaux, de malbouffe, de pornographie, de notifications constantes et de tout ce qui te vole de la concentration sans te donner rien de précieux. Il ne s'agit pas de vivre sans stimuli. Il s'agit de ne pas être contrôlé par le stimulus. Lorsque tu y parviens, l'esprit commence à se stabiliser, l'anxiété diminue et ton énergie revient à toi. Tu arrêtes de vivre dispersé et tu commences à vivre conscient. Le processus est inconfortable au début parce que ton cerveau est habitué à des récompenses rapides. Tu ressentiras de l'anxiété, de l'ennui, du vide, voire de l'irritation. C'est le signe que tu nettoies ton système. Ton cerveau se réajuste, retrouve l'équilibre perdu. Et quand tu passes cette étape, tu te rends compte que ton esprit fonctionne à nouveau comme il le devrait. Tu as plus de clarté, tu prends de meilleures décisions, tu penses plus profondément et tu reprends le contrôle de ton attention, qui est la ressource la plus précieuse que tu as. Nettoyer ton esprit est un acte de respect de soi. C'est dire au monde que tu n'es plus esclave du bruit. C'est retrouver la concentration qui te rend imbattable, et c'est la base de toute transformation réelle. Si ton esprit est propre, ta vie se met en ordre. Si ta dopamine est stable, ta discipline se renforce. 4. Guérisse et actualise ton histoire. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient une vieille valise pleine d'objets qui ne servent plus. Ils la traînent jour après jour, même si elle pèse, même si elle gêne, même si elle ne contient que des souvenirs brisés, des culpabilités héritées, des versions anciennes d'eux-mêmes et des récits qu'ils n'ont jamais remis en question. Cette valise, c'est leur histoire, ou plutôt la version obsolète de leur histoire. Car ce n'est pas ce que tu as vécu qui te retient aujourd'hui, c'est l'interprétation que tu continues à répéter. Rien ne change jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir cette valise et de sortir ce qui ne te correspond plus. Guérir et actualiser ton histoire, ce n'est pas oublier ni effacer ce qui s'est passé, c'est réécrire le sens que tu lui as donné. Le passé n'existe pas en tant que fait, il existe en tant que récit dans ton esprit. Et ce récit peut se transformer. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent coincés dans leur ancienne version, dans ce récit où ils étaient des victimes, où ils ne pouvaient pas, où ils ne savaient pas, où ils se sont trompés, où d'autres les ont blessés. Et ils répètent cette histoire tant de fois qu'ils finissent par croire que c'est leur identité. Ce n'est pas une identité, c'est une mémoire émotionnelle non révisée. La première étape pour actualiser ton histoire est de regarder honnêtement la façon dont tu te la racontes. Te décris-tu comme quelqu'un de brisé, comme quelqu'un marqué par son enfance, comme quelqu'un qui n'obtient jamais ce qu'il veut, comme quelqu'un destiné à souffrir encore et encore? Ce récit te retient. Le passé n'a pas de pouvoir réel sur toi, mais il a le pouvoir que tu lui accordes. Guérir n'est pas un processus magique. C'est un processus inconfortable de confrontation interne. Il faut reconnaître que certaines blessures n'étaient pas de ta faute, mais qu'elles sont ta responsabilité. Que certaines personnes t'ont blessé, mais qu'elles n'ont plus le droit de définir ce que tu fais aujourd'hui. Que certaines de tes décisions étaient incorrectes, mais qu'elles ne sont pas ta sentence. Un stoïcien comprend cela. Ce qui t'est arrivé n'est pas ton identité, c'est ton entraînement. La douleur que tu as survécue ne te rend pas faible, elle t'a rendu conscient. La différence est de savoir si tu utilises cette conscience pour avancer ou pour te justifier. Actualiser ton histoire signifie te permettre de transformer tes blessures en expériences, tes erreurs en clarté et tes traumatismes en leçons. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain si tu l'utilises pour grandir. Mais si tu t'accroches à la douleur comme excuse, tu restes coincé dans la même version.
Beaucoup de gens ne guérissent pas parce qu'ils pensent que, s'ils lâchent le passé, ils perdent quelque chose. Tu ne perds rien, tu récupères ta vie. Tu ne renonces pas à ton histoire, tu renonces à ton interprétation limitée de celle-ci. Le processus implique aussi de te pardonner, non pas par naïveté, mais par maturité. Te pardonner ne signifie pas justifier, cela signifie reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Et maintenant que tu es différent, tu peux faire quelque chose de différent. L'actualisation se produit lorsque tu te donnes la permission d'être quelqu'un de nouveau sans obligation de répéter qui tu étais. La vérité est la suivante. Personne ne peut avancer en portant une version de lui-même qui est déjà épuisée. Grandir est une actualisation constante. Si ton esprit reste bloqué dans un passé plein de douleur, de culpabilité ou de honte, ton présent sera contaminé par des histoires qui ne reflètent plus qui tu es aujourd'hui. Lâcher le passé n'est pas une trahison envers ton histoire, c'est un respect envers ton futur. Guérir et actualiser ton histoire est l'un des actes les plus puissants que tu peux accomplir. C'est arrêter de voir ta vie à partir de la blessure et commencer à la voir à partir de la responsabilité. C'est reprendre le contrôle narratif de qui tu es. C'est te permettre de renaître sans traîner de fantômes. Ton histoire n'est pas terminée. Elle commence tout juste à être écrite à partir de la conscience. Et c'est toi qui as le crayon maintenant. 5. Entraîne-toi à l'inconfort. Le confort est comme un fauteuil moelleux dans lequel tu restes assis trop longtemps. Au début, c'est agréable, mais ensuite ça engourdit, ça endort, ça ralentit. Et quand tu essaies enfin de te lever, tu découvres que tes muscles ne répondent plus de la même manière. C'est la même chose dans la vie. Le confort prolongé t'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. Tu t'habitues à la facilité, à la rapidité, à ce qui ne demande pas d'effort. Et quand vient le moment de faire face à quelque chose de difficile, tu te brises. Le problème n'est pas la difficulté, c'est que tu ne t'es jamais entraîné à la supporter. S'entraîner à l'inconfort n'est pas une jolie phrase, c'est une obligation si tu veux transformer ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui ont du talent ou de la chance, ce sont celles qui se sont habituées à être inconfortables volontairement. Celles qui ont compris que la force mentale et émotionnelle n'apparaît pas de nulle part, elle se construit en affrontant des situations que tu préférerais éviter. Un stoïcien le savait, la facilité te rend faible, la difficulté te forme. L'inconfort est le gymnase de l'esprit. Chaque fois que tu choisis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi. Quand tu te lèves tôt, même si tu n'en as pas envie, quand tu t'entraînes même si tu es fatigué, quand tu dis la vérité même si ça dérange, quand tu fais ce que tu évites, quand tu renonces à un plaisir instantané, quand tu choisis la discipline sur l'impulsion, tu entraînes ta capacité à supporter la vie avec force. L'inconfort ne te détruit pas, il t'entraîne. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils évitent les conversations difficiles, ils évitent les responsabilités, ils évitent les engagements, ils évitent les changements, ils évitent le silence, ils évitent la discipline. Et en évitant tant, ils deviennent des personnes fragiles, incapables de supporter leur propre poids émotionnel. L'inconfort que tu évites aujourd'hui sera la crise qui te frappera demain, parce que ce que tu n'affrontes pas grandit, et ce qui grandit sans contrôle finit par te dominer. T'entraîner à l'inconfort signifie aussi renoncer à la logique de la gratification immédiate. Nous vivons à une époque où tout est conçu pour éviter l'effort. Nourriture rapide, divertissement instantané, options infinies. Mais ce style de vie détruit ta tolérance à l'effort réel. Ton cerveau devient impatient, anxieux, incapable d'attendre. Et en conséquence, tu abandonnes tout ce qui ne te donne pas une récompense immédiate. Ce n'est pas ainsi qu'on construit une vie forte, c'est ainsi qu'on la détruit. La vérité est que l'inconfort a un pouvoir que personne ne veut admettre. Il t'éclaire, il te nettoie, il t'ordonne. Quand tu es inconfortable, ta vraie nature apparaît. Tu découvres tes limites, tes peurs, tes schémas, et c'est là que tu peux corriger. Personne ne grandit dans le confort parce que le confort n'exige pas de changement.
C'est dans la difficulté que tu trouves la version de toi qui a attendu de sortir. T'entraîner à l'inconfort n'est pas te punir, c'est te préparer. Te préparer pour un monde qui ne te traitera pas avec délicatesse. Te préparer pour des relations difficiles, pour des décisions compliquées, pour des jours où il n'y aura pas de motivation, pour des moments où tu devras te soutenir seul. L'inconfort volontaire te donne un pouvoir que peu de personnes ont, la capacité de résister et d'avancer même quand la vie devient lourde. Fais des choses inconfortables volontairement. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que tu veux te renforcer. Prends des douches froides, laisse ton téléphone quand ton cerveau te le demande, sors te promener sans musique, accomplis des tâches sans distraction, entraîne-toi sans excuse, parle quand il serait plus facile de se taire, dis-toi la vérité même si ça fait mal. Chaque action inconfortable est un investissement dans ton caractère. Si tu veux devenir quelqu'un de fort, discipliné et maître de sa vie, ne cherche pas le confort. Cherche-le seulement quand tu l'as gagné. En attendant, choisis l'inconfort qui te construit. Parce que celui qui s'entraîne dans la difficulté devient invincible dans le quotidien. 6. Construis des habitudes solides et simples. La vie ressemble beaucoup à un bâtiment. Peu importe sa taille, si les fondations sont faibles, tôt ou tard, il s'effondrera. Et le plus curieux, c'est que ces fondations ne sont pas construites avec de grandes décisions héroïques ou des moments épiques. Elles sont construites avec de petites actions répétées, avec des habitudes simples qui soutiennent ta journée même lorsque tu n'as pas d'énergie, de motivation ou de clarté. Tes habitudes sont la base de ton destin, et si tu ne les conçois pas consciemment, tu finiras par vivre dans une structure qui ne peut pas supporter ton propre poids. Construire des habitudes solides et simples ne signifie pas concevoir une vie parfaite, mais une vie durable. C'est comprendre que la véritable transformation ne dépend pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais tous les jours. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils recherchent des habitudes compliquées, des routines exagérées, des changements énormes. Ils pensent qu'ils ont besoin de se réinventer d'un seul coup et tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est s'épuiser. Une habitude forte ne naît pas de l'intensité mais de la constance. Et la constance n'est possible que lorsque ce que tu fais est simple, clair et réaliste. La simplicité n'est pas médiocrité, c'est stratégie. Une habitude simple est respectée même dans les pires jours. C'est pourquoi elle fonctionne, c'est pourquoi elle transforme, c'est pourquoi elle change ton identité. Une promenade quotidienne, un journal de 5 minutes, 10 minutes de lecture, un repas sain par jour, 20 minutes d'entraînement. Ce sont de petits éléments qui semblent insignifiants, mais ensemble, ils construisent une structure mentale et émotionnelle qui te soutient à long terme. La clé est de comprendre que tes habitudes te forment même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu répètes une action tous les jours, ton cerveau commence à la reconnaître comme faisant partie de ton identité. Chaque fois que tu respectes une habitude, tu envoies un message silencieux à ton esprit « Je peux me faire confiance ». Cette confiance est la base de la discipline. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour te sentir fort. Tu as besoin de faire de petites choses tous les jours pour te prouver que tu tiens tes promesses. La plupart des gens veulent se transformer, mais sans changer leur routine. Et c'est impossible. Si ta journée reste la même, tu restes le même. Le vrai changement n'a pas lieu dans ton esprit ou dans ton imagination. Il a lieu dans ton calendrier, dans tes matins, dans tes nuits, dans la façon dont tu manges, t'entraînes, penses et décides. Tes habitudes déterminent ton avenir avec plus de précision que tes désirs. C'est pourquoi un stoïcien concentrait sa discipline sur la répétition quotidienne. Il savait que la constance est plus puissante que l'inspiration. Tu dois aussi éliminer les habitudes qui t'affaiblissent, pas seulement construire celles qui te renforcent. Dormir mal, utiliser le téléphone comme échappatoire, manger par anxiété, procrastiner de petites tâches, remplir ton esprit de déchets numériques. Ces habitudes sont comme des termites silencieuses qui détruisent ta structure de l'intérieur. Tant que tu ne les remplaces pas par des habitudes solides, ta transformation sera fragile. Construire des habitudes solides et simples implique également de les protéger.
Cela signifie que, même si tu as une mauvaise journée, ton habitude minimale est respectée. Même si tu as une journée chargée, ton engagement est maintenu. Même si ton esprit veut t'abandonner, ton action est soutenue. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as besoin de le faire toujours. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le talent, mais dans ce qu'elle répète chaque jour. Et souviens-toi d'une chose importante, les habitudes ne construisent pas seulement ta vie, elles construisent ton identité. Une personne disciplinée ne naît pas disciplinée, elle devient disciplinée parce qu'elle a des habitudes qui s'alignent avec cette identité. Construire des habitudes solides et simples, c'est te modeler de l'intérieur, pas à pas, jour après jour. Si tu veux transformer ta vie, commence par le petit, le simple, le répétable. Construis des habitudes que tu peux maintenir même dans tes jours les plus brisés. 7. Avance sans honte de changer. Un changement personnel ressemble beaucoup à quand un arbre commence à perdre son ancienne écorce. Il ne le fait pas en silence, il ne le fait pas avec élégance, il ne le fait pas en cherchant l'approbation. Il le fait parce que c'est nécessaire. L'ancienne écorce ne le protège plus, ne lui sert plus, ne l'accompagne plus dans sa croissance. Il la laisse tomber même si le processus semble rude, même s'il semble laid, même s'il laisse des parties exposées. Il en va de même pour toi. Pour grandir, tu dois permettre à une version de toi-même de se détacher. Et ce processus n'est jamais parfait, propre ou esthétique. Mais il est réel, et le réel surpasse toujours le confort. Avancer sans honte de changer, c'est comprendre que la transformation personnelle n'est pas conçue pour plaire à personne. Elle est conçue pour te libérer. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Peur qu'on dise que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu te crois supérieur, que tu ne rentres plus dans le moule. Mais c'est le piège. Tu restes bloqué pour ne pas déranger des gens qui ne vivent même pas ta vie. Tu te retiens pour ne pas provoquer d'opinions extérieures. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu renonces à ta propre croissance pour maintenir une version que tu ne veux plus être. Un stoïcien comprenait que l'opinion des autres ne définit pas ton chemin. Ce qui définit ton chemin, ce sont tes décisions, ton caractère, ta capacité à avancer même quand le monde veut que tu restes le même. La honte du changement est un poison silencieux. Elle te fait demander la permission pour t'améliorer. Elle te fait avancer avec peur. Elle te fait cacher tes réussites, tes nouvelles habitudes, tes objectifs, ta discipline. Elle te fait réduire ta grandeur pour ne pas susciter de commentaires. Le changement dérange ceux qui ne sont pas prêts à changer eux-mêmes. C'est pourquoi ils critiquent, c'est pourquoi ils remettent en question, c'est pourquoi ils essaient de minimiser ton processus. Ils ne le font pas parce que tu es dans l'erreur. Ils le font parce que ton évolution leur rappelle tout ce qu'ils continuent de remettre à plus tard. Ton avancement est un miroir que les gens évitent. C'est pourquoi tu dois avancer sans honte, sans te justifier, sans baisser la tête. Ta vie est à toi, et ta croissance n'a pas besoin d'approbation. Changer implique de mourir un peu, de laisser derrière soi les vieilles identités, de renoncer à des habitudes qui te définissaient auparavant, de rompre avec des lieux qui ne t'apportent plus rien, de te séparer de personnes qui préfèrent te voir stagner. C'est un processus brut et parfois solitaire, mais ce que tu obtiens est bien plus grand, une version de toi plus consciente, plus forte, plus claire. La honte n'apparaît que lorsque tu attends que les autres comprennent ton processus. Arrête de le faire. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de te respecter. Chaque fois que tu t'arrêtes à cause de la honte du changement, tu dis à ton esprit que l'opinion extérieure vaut plus que ton évolution intérieure. Et c'est une trahison silencieuse de ton propre potentiel. Avancer sans honte, c'est te choisir, même quand personne ne t'applaudit. C'est soutenir ton processus, même quand les autres se moquent. C'est continuer, même quand on te dit que tu exagères, que tu n'es pas toi, que tu changes trop. Bien sûr que tu changes beaucoup, c'est pour cela que tu travailles. Celui qui veut vraiment se transformer doit accepter cela. La croissance ne semble pas belle au début.
Elle semble maladroite, elle semble étrange, elle semble différente, elle semble inconfortable. Mais après, quand tu regardes en arrière, tu comprends que chaque pas était nécessaire. Tu ne peux pas être la même personne et espérer des résultats différents. Tu dois donner la permission à ta nouvelle version d'exister, de se renforcer et de prendre sa place. 8. Honore ton évolution personnelle. Un processus d'évolution ressemble beaucoup à l'escalade d'une montagne à l'aube. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, personne ne célèbre chaque pas que tu fais dans l'obscurité. Tu n'entends que ta respiration, tu sens le froid, tu trébuches, tu te relèves, tu avances en silence. Et quand enfin le soleil se lève et que tu arrives à un point plus élevé, c'est seulement alors que le monde remarque que tu es à un niveau différent. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que le véritable mérite n'est pas dans la vue d'en haut, il est dans tout le chemin que personne n'a vu. Ton évolution fonctionne de la même manière. La partie précieuse n'est pas le résultat final, mais les décisions silencieuses que tu as prises lorsque personne ne regardait. Honorer ton évolution personnelle, c'est reconnaître la valeur de ton propre processus. C'est comprendre que chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient petits ou insignifiants, faisaient partie du chemin qui t'a amené jusqu'ici. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils attendent l'approbation externe. Ils ont besoin que les autres reconnaissent leur discipline, leur changement, leur guérison, leur progrès. Et en ne recevant pas de validation, ils ont l'impression que leur croissance ne vaut rien. Cette pensée détruit l'essence de la transformation. Ton évolution n'a pas besoin de spectateurs pour être réelle. La vérité est que la plupart ne te reconnaîtront pas, non pas parce qu'ils ne te valorisent pas, mais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de comprendre leur propre chaos. Et d'autres, pour être francs, ne veulent pas voir ta croissance parce que ton avancement leur rappelle tout ce qu'ils continuent d'éviter. Donc, si tu attends des applaudissements, tu resteras bloqué toute ta vie. Ta transformation doit être validée par toi et non par quelqu'un d'autre. Honorer ton évolution implique de cesser de minimiser tes progrès. Arrêter de dire « ce n'est pas grand-chose, n'importe qui peut le faire, il me reste encore beaucoup à faire ». Te minimiser est la façon la plus silencieuse de saboter ta croissance. Chaque petite victoire est une preuve que tu changes ton identité. Et ton identité se construit à partir de ces petites preuves. Cela signifie aussi respecter ton rythme, ne pas te comparer aux autres, ne pas te sentir inférieur parce que quelqu'un avance plus vite, ne pas te sentir supérieur parce que quelqu'un avance plus lentement. L'évolution personnelle n'est pas une compétition, c'est une construction interne, intime, personnelle. Chaque personne porte une histoire différente et chaque histoire a un poids différent. Honorer ton évolution, c'est te donner la permission d'avancer à ta manière. Un autre aspect important est de reconnaître que ta croissance mérite des limites. Lorsque tu commences à évoluer, il y a des gens qui essaieront de te pousser vers ton ancienne version. Non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle leur était plus confortable. Honorer ton évolution implique de la protéger, dire non, mettre de la distance, fermer des portes, accepter que ton avancement ne convient pas partout. L'authenticité a un prix, mais aussi une récompense. Elle t'apporte la paix. Honorer ton évolution signifie aussi maintenir ton standard, même lorsque personne ne te surveille. Ne pas revenir à de vieilles habitudes simplement parce que c'est plus facile. Ne pas reculer simplement parce que quelqu'un te critique. Ne pas te trahir simplement pour plaire. L'évolution personnelle n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité envers toi-même. Et le plus important, honorer ton évolution, c'est te regarder dans le miroir et reconnaître qui tu commences à être. Non pas avec arrogance, mais avec gratitude. Non pas avec l'ego, mais avec clarté, parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par chance, c'était grâce à la discipline, à la confrontation, au courage. C'était grâce à tout ce que tu as fait en silence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Tu n'auras pas une seconde chance pour construire ta meilleure version. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu rassembles ton courage, que la motivation parfaite arrive ou que le monde s'ajuste à tes attentes. Si tu continues à remettre à plus tard ta croissance, tu ne feras qu'accumuler une dette intérieure qui, tôt ou tard, te réclamera son dû. Personne ne viendra te sauver. Et ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient simplement un poids mort pour demain. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire dans des livres anciens. C'est un outil brutalement honnête pour faire face à ta réalité. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu peux gouverner comment tu réagis, comment tu te relèves et comment tu avances, même si cela fait mal. La transformation personnelle ne dépend pas d'un coup de chance ni d'attendre de te sentir inspiré. Elle dépend de ta capacité à agir quand tu en as le moins envie, de choisir l'inconfort conscient et de forger la discipline dans les petits actes quotidiens que personne n'applaudit. La personne que tu seras en 2026 se construit aujourd'hui, maintenant, à chaque décision inconfortable que tu choisis de ne pas remettre à plus tard. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment où tu décides de cesser de te mentir. Ton avenir n'attend pas, tu le construis ou tu le perds. C'est aussi simple que cela. Si tu veux vraiment cesser d'être spectateur et devenir protagoniste, tu dois prendre le contrôle, supporter le poids de ta propre responsabilité et t'engager sans excuse. Ici, il n'y a pas de place pour la plainte ni l'auto-tromperie. La transformation commence lorsque tu décides de cesser d'attendre. 1. Agis sans attendre des conditions idéales. Tu n'auras jamais le scénario parfait. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter et que la plupart préfèrent couvrir d'excuses sophistiquées. Si tu continues à attendre le jour où tout sera en ta faveur, quand il n'y aura ni fatigue, ni doute, ni peur, tu te condamnes seulement à la paralysie et à l'auto-illusion. Combien de fois dois-tu reporter tes décisions pour réaliser que la vie ne négocie pas de délai supplémentaire? Attendre des conditions idéales est une escroquerie mentale, un mécanisme de défense pour ne pas faire face à l'effort réel. C'est une dette émotionnelle qui grandit chaque jour de procrastination et que tu finiras par payer tôt ou tard avec frustration et regret. La discipline commence exactement là où le corps tremble et l'esprit invente des excuses. Tu n'es pas spécial d'avoir peur, ni différent de te sentir incertain. Tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé au même point, au milieu de l'inconfort, sans garantie, sans l'approbation de personne, et souvent contre les voix intérieures qui exigent du confort. La réalité est que si tu continues à attendre le signal parfait, le moment de clarté maximale ou la motivation fulgurante, alors tu resteras piégé dans le même cycle que toujours. Il n'y a pas de salut dans le confort, ni d'avancée sans pression. Tu avances seulement lorsque tu choisis l'effort inconfortable pendant que ta tête te demande de reculer. Personne ne va te pousser hors de ta zone de stagnation. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à gouverner tes impulsions et à agir même dans les jours les plus gris. Marc Aurèle n'attendait pas d'avoir envie, Épictète n'attendait pas de justice extérieure, Sénèque ne cherchait pas des conditions idéales. Ils agissaient parce qu'ils comprenaient que le temps est limité et que la vie réelle ne respecte pas tes préférences ou tes fantasmes. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es responsable de ce que tu en fais. Si tu insistes à voir des obstacles là où il y a des opportunités de grandir, alors tu deviens ton propre saboteur. Personne ne te doit une vie facile. L'excellence ne se construit que sur le terrain irrégulier de l'inconfort quotidien. Le caractère se forge dans l'action, pas dans l'attente. Si tu cherches la confiance, commence par tenir les promesses que tu te fais, même si c'est inconfortable, même si personne ne t'applaudit. La discipline est plus puissante que la motivation. Chaque fois que tu agis sans attendre des conditions parfaites, tu t'entraînes à soutenir une version plus forte de toi-même dans le futur. Fais-le même si tu n'en as pas envie. C'est ta ligne de base. Tu n'es pas une victime, tu es l'architecte. C'est ta responsabilité.
Si tu veux arriver en 2026 transformé, arrête de négocier avec tes excuses et commence à bouger maintenant, avec ce que tu as, d'où que tu sois. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Juste la décision, l'action et la continuité, jour après jour, jusqu'à ce que l'habitude supplante le doute et que l'engagement vainque la faiblesse. 2. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Tu te réveilles et bien que ton corps pèse et que ta tête énumère des excuses, tu sais exactement quelle est la première décision que tu dois prendre. Il ne s'agit pas du café, ni de vérifier ton téléphone, mais de quelque chose de plus silencieux et difficile. Choisir de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne t'y oblige. À ce moment-là, l'esprit joue son jeu habituel. Il cherche des raccourcis, suggère qu'un jour de repos ne changera rien, justifie le minimum d'effort et négocie avec l'inconfort. Ce dialogue intérieur est le véritable champ de bataille. La discipline, en réalité, n'est pas une force magique ni une vertu inaccessible. C'est une série de petits choix qui, accumulés, te séparent de la médiocrité. Chaque fois que tu cèdes à la voix qui cherche le confort, tu renforces la croyance que tu peux remettre ta vie à plus tard et qu'un jour, ce sera plus facile. Mais la vérité inconfortable est que céder aujourd'hui installe une fracture dans ton caractère et cette fissure grandit avec le temps, jusqu'à devenir une partie de ton identité. Il existe un mécanisme interne que nous partageons tous, la tendance à sous-estimer le poids des petites décisions. Nous pensons qu'un seul saut de routine, remettre à demain ce que nous avons promis aujourd'hui, n'aura pas de conséquences réelles. Mais c'est là que commencent les dettes émotionnelles et la confiance brisée. Chaque promesse non tenue envers soi-même est un investissement négatif, c'est du capital psychologique perdu. Et le problème est que, même si personne ne le voit de l'extérieur, toi, tu le ressens. Une sensation d'auto-illusion s'accumule, une sorte de ressentiment silencieux envers toi-même, parce que tu sais que tu aurais pu faire plus. C'est ici que le stoïcisme offre une réponse brutalement honnête. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie, il s'agit d'agir parce que tu sais que cette action te définit, même si elle est inconfortable et que personne ne la célèbre. Lorsque tu choisis avec discipline, tu ne cherches pas de validation externe ni de récompense immédiate. Tu entraînes ta volonté comme on entraîne un muscle, avec des répétitions quotidiennes, avec un effort soutenu, avec l'inconfort de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Sénèque l'a dit clairement, le bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela n'est possible que lorsque tu gouvernes tes impulsions et que tu ne permets pas aux émotions passagères de détourner tes plans à long terme. La dopamine de la gratification instantanée est addictive, mais la véritable satisfaction naît de tenir ta parole, surtout quand c'est difficile. La discipline, c'est choisir l'inconfort aujourd'hui pour te libérer demain des regrets. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Si tu ne le fais pas, ta vie avancera au rythme de tes excuses. Personne ne portera pour toi le poids de tes décisions. Si ton engagement ne se transforme pas en action constante, tu finiras par être otage de tes propres habitudes. Aucun changement profond ne se produit par accident. Discipline aujourd'hui, caractère demain. 3. Prends le contrôle total de ta vie. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Pendant des années, je me suis convaincu que la vie était une sorte de train conduit par quelqu'un d'autre, comme si mes frustrations, mes limites et même mes petits succès dépendaient de facteurs externes, de personnes, de situations ou d'une prétendue chance qui n'arrivait jamais. Ce récit intérieur est addictif car il justifie le confort de ne pas décider. Il te soulage du poids, mais en même temps, il te laisse à la dérive, sans contrôle réel sur ton destin. Si tu analyses de près chaque domaine où tu te sens bloqué, tu trouveras presque toujours une série d'excuses sophistiquées déguisées en arguments rationnels. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, les circonstances ne m'aident pas, je ne suis pas encore prêt. Ces justifications, en réalité, sont des mécanismes de défense que ton esprit active pour éviter le coup inconfortable d'assumer le contrôle total.
Car prendre le contrôle n'est pas un acte grandiose ni une révélation magique, mais un processus méthodique d'identification des schémas, de démantèlement des croyances limitantes et d'acceptation que la douleur de la responsabilité est préférable à la douleur bien plus corrosive de l'impuissance. Lorsque tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver ou que la vie te récompense simplement pour exister, tout change de dimension. Le contrôle total ne signifie pas que tu peux manipuler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu cesses de déléguer ton bien-être et ton progrès à la volonté des autres ou aux fluctuations de l'environnement. Le premier pas est brutal. Reconnaître que tu es toi-même le principal obstacle et la plus grande opportunité de ta propre vie. Tu n'es pas une marionnette de ce qui t'arrive. Tu es le stratège de ta réaction, l'éditeur de ta narration, le responsable ultime de ce que tu décides de construire avec ce qui t'est donné. Si tu ne prends pas ce rôle, la vie te traîne en mode automatique et tu finis par accumuler une dette émotionnelle avec chaque année qui passe sans avancée réelle. L'auto-tromperie te vend l'idée qu'un jour tu le feras, mais chaque jour, sans agir, renforce l'habitude de la procrastination et affaiblit ton sens de l'agence. Être stoïque, c'est, en essence, accepter que la seule variable sous ton contrôle absolu est ta réponse. Il ne s'agit pas de résignation, mais de leadership personnel. Jusqu'à quand vas-tu laisser ton destin entre les mains des autres ou aux fluctuations de l'humeur? La véritable transformation commence lorsque tu assumes le coût de toutes tes décisions, même les inconfortables, même celles que personne d'autre ne voit. Tu n'es pas le résultat de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. La routine, l'opinion des autres, la peur, le désir facile de gratification immédiate. Prends le contrôle total ou la vie te passera dessus. C'est le choix. Il n'y a pas de compromis. Le changement authentique se construit à partir de cet inconfort radical de cesser de chercher des coupables et de commencer à fabriquer des solutions, même si cela coûte, même si cela fait mal. La discipline de prendre le gouvernail de ta vie peut être inconfortable au début, mais à long terme, c'est la seule véritable liberté. 4. Choisissez l'inconfort qui vous renforce. Comme si vous marchiez pieds nus sur des gravillons chauds, chaque pas est un choix inconfortable et délibéré. Vous ressentez le picotement sous la plante du pied, vous percevez le rejet instinctif de votre corps à continuer d'avancer, mais vous reconnaissez aussi que le seul moyen de renforcer la peau est de faire face à cette brûlure jour après jour. Dans la vie quotidienne, cet inconfort a d'autres noms. Conversation difficile, matin où le réveil sonne trop tôt, entraînement quand l'énergie fait défaut, rejet qui frappe l'ego, silence gênant où vous préféreriez abandonner plutôt que de persister. C'est là que se cache le véritable entraînement. Il n'y a rien d'héroïque à fuir la douleur. Le caractère ne se sculpte pas dans la douceur, mais dans la friction constante avec ce qui dérange et défie. La plupart cherchent un refuge où rien ne fait mal, mais le confort est un sédatif lent qui vous affaiblit sans que vous ne le remarquiez. Le muscle mental s'atrophie si vous ne l'exposez jamais au poids de la résistance. C'est pourquoi, chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le canapé au lieu du livre, l'excuse au lieu de l'action, les applaudissements rapides au lieu de la solitude productive, vous devenez plus fragile. L'inconfort conscient, cet effort inconfortable que vous choisissez délibérément, est le seul remède qui renforce vraiment. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour la souffrance, il s'agit de comprendre que la croissance authentique vient toujours enveloppée d'inconfort, comme l'os qui se renforce lorsqu'il porte du poids. Si vous fuyez ce frottement, vous restez le même qu'hier. Si vous l'affrontez, vous grandissez. Il y a une différence brutale entre la douleur qui vous enfonce et celle qui vous forge. La première est le résultat de la passivité, l'accumulation d'excuses, la vie vécue sans intention. La seconde est le résultat de la discipline choisie, de l'engagement quotidien envers ce qui dérange mais vous élève. Choisir l'inconfort qui construit est une déclaration de principe. Je n'accepte pas la version faible de moi-même.
Je ne négocie pas mes rêves avec la paresse. Je n'accepte pas que ma vie dépende du hasard ou de l'humeur du jour. Choisissez l'inconfort qui vous renforce, pas celui qui vous détruit. C'est la différence entre avancer et stagner. Chaque fois que vous affrontez la peur, la fatigue ou la honte, votre caractère prend du poids. Chaque fois que vous évitez, vous perdez un peu de cette solidité intérieure qui ne s'acquiert qu'avec un réel effort. Les stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas la douleur, mais ne l'évitaient pas non plus. Marc Aurèle écrivait ses pensées au milieu des maladies et des guerres. Épictète enseignait depuis l'adversité de l'esclavage. Il comprenait que l'inconfort choisi est le prix de la liberté intérieure. Chaque jour, vous avez la possibilité de renforcer votre volonté ou de l'affaiblir. Ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question d'habitude. Choisissez ce qui est difficile aujourd'hui et il vous sera plus facile de supporter n'importe quelle difficulté demain. Le confortable vous coûte cher après. L'inconfort vous paie avec la croissance. La vraie vie ne récompense pas celui qui se cache le plus de l'effort, mais celui qui entraîne son esprit à porter le poids nécessaire. Là où il y a effort, il y a avancement. C'est la loi silencieuse de tous ceux qui conquièrent leur avenir. 5. Montre ta confiance par des actions, pas par des mots. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions. Tu peux répéter 1000 fois que tu vas changer, que cette année sera différente, que maintenant tu es sérieux, mais si tes actes ne suivent pas, tu ne fabriques qu'une estime de soi artificielle qui s'effondre à la première difficulté. Assez de gestes vides et de promesses lancées dans l'air pour apaiser ta culpabilité. La véritable confiance ne se construit pas avec des discours. Elle se gagne dans la boue des décisions inconfortables et dans la constance des actions que personne ne voit. Si ta routine ne reflète pas ce que tu déclares, tu te mens en pleine face, et tu le sais. Personne ne respecte celui qui ne remplit que sa bouche d'intention. Le respect de soi ne naît pas non plus de l'imagination de résultats, mais de l'affrontement quotidien à l'effort concret de respecter ses engagements, même quand tu n'en as pas envie. Le muscle de la confiance se forge dans la répétition inconfortable. C'est arriver à la fin de la journée et savoir que, même si c'était difficile, tu ne t'es pas trahi. Crois-tu vraiment que la sécurité personnelle provient de jolis mots ou de motivations passagères? C'est le piège qui te maintient faible. Le cerveau apprend par l'évidence, pas par des auto-affirmations vides. Chaque fois que tu dis « demain je commence », cette fois c'est sérieux et que tu ne le maintiens pas, ton esprit enregistre un échec de plus et renforce la croyance que tu n'es pas capable. Ainsi, tu t'habitues à négocier avec ta médiocrité et à vivre dans un cycle infini de regrets et d'excuses. La confiance n'est pas un état d'esprit, c'est une conséquence directe de ton historique d'actions accomplies. Agis d'abord, parle ensuite. C'est la loi. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tes actes ne soutiennent pas tes paroles, ta parole ne vaut rien. Arrête de chercher la validation dans les applaudissements des autres ou dans des phrases motivantes découpées sur Internet. La seule validation qui compte est celle qui vient de te voir tenir ta parole en privé, quand personne ne t'applaudit et que toi seul sais ce que cela coûte. Personne ne va te donner confiance, tu dois la gagner par un sacrifice soutenu. Si chaque jour tu trahis ce que tu as promis, tu deviens ton pire ennemi. Il n'y a pas d'auto-assistance, ni de philosophie, ni de mentor qui puisse te donner ce que tu te retires avec l'inaction. Parle moins et fais plus. C'est le chemin du caractère fort, de celui qui cesse de demander la permission et commence à construire des résultats. La confiance en soi est la somme de tes petites victoires quotidiennes, pas de tes discours internes. La seule façon de te prouver que tu peux, c'est de le faire. Ce que tu feras aujourd'hui sera l'évidence que ton esprit utilisera demain pour avoir confiance ou pour douter de toi. Ta parole ne pèse que si tes actes la soutiennent. Personne ne te doit du respect. Tu dois le gagner. Et cela commence par respecter ce que tu t'es promis quand personne ne regarde. 6.
Construis ton avenir avec des habitudes solides. Rien dans ta vie ne changera en profondeur si tu continues à compter sur la volonté dispersée et sur des promesses éphémères. La vérité inconfortable est la suivante. L'avenir que tu désires ne se construit pas à partir d'impulsions sporadiques ni d'intentions passagères, mais d'habitudes solides, installées par la répétition quotidienne, même lorsque ton esprit crie pour des raccourcis et que ton corps demande du repos. C'est ici que beaucoup se perdent dans l'auto-tromperie sophistiquée. Ils croient qu'un jour d'effort intense peut compenser des semaines de procrastination, qu'il suffit de ressentir un élan de motivation et de se jurer à soi-même que cette fois c'est sérieux. Mais la réalité psychologique est brutale. L'identité se forge dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu rêves. Ton cerveau apprend par l'évidence, et chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu renforces le moule de la médiocrité. Tu n'es pas l'exception à cette règle. Il y a une résistance silencieuse, presque imperceptible, qui opère en toi chaque fois que tu essaies d'installer une nouvelle habitude. Ton esprit cherche des arguments pour revenir à ce qui est connu. Il te séduit avec des récompenses immédiates. Il te convainc que tu peux négocier avec l'engagement. C'est un mécanisme automatique, un filtre mental qui déforme la valeur de l'inconfort et amplifie le poids de l'effort. Si tu ne le reconnais pas, tu deviens esclave d'impulsions instables et tu t'habitues à être un spectateur de ton propre potentiel gaspillé. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de discuter avec toi-même et que tu transformes cette énergie mentale en actions concrètes, petites mais non négociables. Il n'y a pas d'habitude insignifiante. Chaque victoire minimale est un investissement dans ton avenir. Fais-le simple, mais fais-le toujours. C'est le principe qui sépare ceux qui progressent de ceux qui ne font que fantasmer à ce sujet. La construction d'habitudes solides exige une honnêteté radicale. Il ne s'agit pas de s'imposer des routines impossibles, ni d'adopter des modèles étrangers qui ne servent qu'à se montrer sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'identifier, avec une clarté brutale, quelles petites actions quotidiennes te rapprochent de la vie que tu dis vouloir et lesquelles t'en éloignent. Le piège est de sous-estimer l'effet cumulatif du petit. Un repas de malbouffe, une séance d'entraînement évitée, une matinée perdue dans des distractions. Tout compte. Lorsque tu installes une habitude utile, tu ne changes pas seulement tes journées, tu modifies le dialogue interne, tu reconfigures la relation que tu as avec toi-même et tu démontres par des faits que tu es capable de maintenir des décisions difficiles. Personne ne va t'applaudir pour réussir en silence, mais ton esprit enregistre chaque acte de cohérence et peu à peu élimine le doute chronique qui te paralyse. La solidité de l'avenir dépend de ce que tu répètes aujourd'hui, pas de ce que tu rêves demain. Si tu cherches vraiment une transformation en 2026, ton meilleur allié ne sera pas la motivation, mais la structure quotidienne que tu t'imposes, le système qui ne dépend pas de ton humeur et la discipline qui transforme le difficile en routine. Ton avenir est le résultat de tes habitudes, pas de tes excuses. C'est la loi silencieuse que personne ne peut éluder, même s'il essaie de la déguiser avec des phrases vides ou des plans grandioses. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la constance, ta vie sera hypothéquée à la médiocrité de l'impulsion. Choisis aujourd'hui les habitudes qui te soutiendront demain, lorsque l'envie viendra à manquer. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 7. Prépare-toi avant que l'opportunité n'arrive. Tu marches dans la rue et tu vois une affiche « Recherche de personnel ». Tu t'arrêtes un instant et tu penses à quel point il serait facile d'avoir une opportunité comme celle-ci, une porte qui s'ouvre sans que tu la cherches. Mais à ce moment-là, la réalité surgit. Si tu n'as pas préparé ton CV, si tu n'as pas tes papiers en ordre, si tu n'as pas étudié ou pratiqué le minimum pour ce poste, cette opportunité ne devient qu'une anecdote de plus, une possibilité perdue qui s'évanouit en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne presque tout dans la vie. Peu importe combien de portes apparaissent, si tu arrives sans les outils internes et externes pour les franchir. La plupart des gens attendent que la vie leur donne d'abord l'opportunité et ne se mettent à se préparer qu'ensuite, comme si la chance prévenait à l'avance. Mais la vérité est autre.
Les opportunités n'arrivent pas à ceux qui les désirent, mais à ceux qui sont déjà prêts à les saisir lorsqu'elles se présentent. La croissance ne s'improvise pas. La préparation est un investissement silencieux qui ne se remarque que lorsque la vie exige des résultats inattendus. Si tu analyses les raisons pour lesquelles tant de personnes sentent que la vie ne leur donne jamais leur moment, tu verras un schéma. Elles reportent la préparation parce qu'elles sous-estiment la valeur d'être prêtes en l'absence de certitude. Il est plus confortable de se distraire, de chercher de petites gratifications ou d'attendre un coup de chance qui justifie l'effort. Mais lorsque l'opportunité finit par se présenter, la plupart se retrouvent vides de ressources, sans discipline installée ni compétences aiguisées, comme un athlète qui prétend courir un marathon sans avoir entraîné un seul jour. Le prix de ne pas se préparer est invisible jusqu'à ce que la facture arrive. Anxiété, regret, sensation que les autres avancent pendant que l'on reste au même endroit. Attendre l'opportunité pour commencer à se préparer, c'est remettre son destin au hasard. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles est ta disposition interne et ton niveau de préparation, pas le calendrier de la vie. La conséquence de te préparer seulement quand tu crois que ça en vaut la peine est que tu deviens vulnérable à l'imprévisible. Tu dépends de tout pour s'aligner parfaitement afin de donner ta meilleure version. Cette dépendance te rend faible, réactif, toujours en attente de signaux externes. En revanche, si tu choisis de te préparer avant que l'opportunité n'arrive, tu changes la donne. Tu investis dans des compétences, de la discipline et une mentalité pendant que les autres se distraient. Et lorsque la vie met une porte devant toi, tu n'as pas besoin d'improviser ni de courir. L'opportunité récompense celui qui s'est déjà entraîné en silence. C'est la loi. Ne attends pas que tout soit aligné pour commencer à entraîner ton caractère, tes habitudes ou tes compétences. Le véritable avancement est invisible, mais il se remarque lorsque le défi apparaît et que tu peux le soutenir. Prépare-toi aujourd'hui, même si rien ne semble urgent. La vie ne prévient pas, elle examine seulement. Si tu veux être maître de ton destin en 2026, tu dois t'entraîner avant qu'on ne te demande des résultats. Ce n'est pas de la paranoïa ni de l'obsession, c'est une stratégie. Tu deviens ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est la base de toute transformation réelle. 8. Maîtrisez votre esprit, pas vos impulsions. Je confesse une scène inconfortable qui se répète plus de fois que je ne le voudrais. Je suis assis devant la table, les bras appuyés, la mâchoire serrée et le regard perdu sur l'écran du téléphone, ressentant le léger pouls de la notification qui réclame mon attention. Je sais exactement que j'ai quelque chose d'important à faire, mais la tentation d'ouvrir une application, de glisser le doigt, de me donner une autre minute de distraction, pèse comme une pierre. Je m'arrête et je sens la sueur froide sur mes mains, la respiration superficielle, le petit tremblement dans ma jambe qui trahit l'anxiété d'éviter l'effort. Ce n'est pas un hasard, c'est l'impulsion réclamant sa part quotidienne, c'est l'esprit me demandant un soulagement facile pendant que la tâche réelle attend. Dans ces minutes, je peux voir avec une brutalité claire comment fonctionne le mécanisme. Le désir immédiat d'éviter l'inconfort, l'urgence d'échapper au présent difficile, le plaisir fugace, masquant l'inconfort profond de ne pas avancer. C'est un piège subtil, presque invisible, qui me vole de l'énergie, du temps et de l'estime de soi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, je ne remarque même pas que je tombe encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte héroïque, ni un moment d'illumination soudaine. C'est un travail artisanal de remarquer, d'interrompre et de rediriger. Chaque fois que je permets à l'impulsion de dicter mon prochain mouvement, je cède du terrain sur la carte de mon caractère. Je me vois presque comme une marionnette de réactions automatiques, cherchant la dose facile de dopamine, évitant l'effort soutenu qui construit réellement quelque chose de durable. Les stoïciens le savaient. Le véritable défi n'est pas de vaincre le monde extérieur, mais de gouverner l'esprit qui veut reculer devant le moindre inconfort. Je pense à Marc Aurèle, écrivant dans l'obscurité.
forçant son corps fatigué à continuer, à Épictète se rappelant que la liberté commence dans l'esprit et non dans l'environnement. Ils n'étaient pas immunisés contre l'impulsion, ils se sont simplement entraînés à ne pas lui obéir aveuglément. Maîtriser l'esprit se voit et se ressent dans le quotidien. C'est la pause avant de répondre à la provocation, le silence avant de justifier une excuse, la sensation physique d'inconfort que tu ne cherches pas à cacher mais à traverser. C'est remarquer comment le corps te demande de céder et malgré tout, choisir de te maintenir un peu plus dans l'inconfort. La différence entre une vie médiocre et une vie intentionnelle réside dans cette fraction de seconde où tu décides de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, mais d'imposer la direction que tu as choisie. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est la vérité qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent piégés dans la roue de la gratification immédiate. Parfois, maîtriser l'esprit, c'est simplement se lever même si le sommeil pèse, fermer l'écran, même si les loisirs crient, dire non quand le désir facile cherche à te convaincre. C'est inconfortable, oui, mais chaque fois que tu le fais, tu ajoutes une couche de force intérieure. Tu n'es pas esclave de tes impulsions à moins que tu ne décides d'agir toujours sous leur mandat. Gouverne ton esprit ou la vie décidera pour toi. C'est la sentence qui, si tu la mets en pratique, peut changer le cours de tes jours et avec eux, ton destin en 2026. 9. Engage-toi sérieusement dans ta transformation. L'engagement réel ressemble davantage à une serrure rouillée qu'à une porte élégante et facile à ouvrir. Il faut forcer la clé, sentir la résistance dans le poignet, écouter le grincement inconfortable du métal à chaque tentative. La plupart s'arrêtent là, dans l'inconfort du premier tour, inventant des raisons de ne pas pousser plus fort. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà fait assez. Peut-être demain. Mais si tu ne tournes la clé que lorsque cela t'arrange ou lorsque le moral est au beau fixe, alors tu ne franchis jamais le seuil qui sépare l'intention du véritable changement. Voilà comment fonctionnent tes excuses. Elles sont la rouille accumulée de nombreuses années de procrastination, le résultat de choisir encore et encore le soulagement temporaire plutôt que la friction qui transforme. Jusqu'à quand vas-tu tolérer ce grincement mental chaque fois que tu essaies d'avancer? La vérité, c'est que personne ne va nettoyer ce mécanisme pour toi. Personne ne va porter le poids de tes promesses brisées. Toi seul as la clé, et toi seul décides de la tourner ou de rester à regarder la porte, inventant des histoires pour justifier ta paralysie. Le problème, c'est que tu vis entouré d'offres bon marché de changement, phrases motivationnelles, défis de 3 jours, cours qui promettent des résultats instantanés et une armée de voix extérieures qui te vendent l'illusion que se transformer est une question de le vouloir suffisamment. C'est un piège dangereux. L'engagement sérieux ne se signe pas en public, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se démontre quand personne ne regarde, quand la fatigue pèse et que la tentation d'abandonner est presque physique. Si ton engagement ne dure que jusqu'à ce que la première difficulté surgisse, alors ce n'est pas un engagement, c'est un auto-illusion sophistiquée. Arrête de collectionner des excuses et commence à collectionner des faits. Assez de négocier avec tes propres mensonges. L'engagement ne se ressent pas, il s'exécute. C'est la différence brutale entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la boue de l'autocompassion. La transformation n'est pas une fantaisie réservée à quelques élus. C'est une décision inconfortable et radicale de cesser de te trahir. Tu dois signer ce pacte avec toi-même, même si ton esprit proteste, même si le confort te séduit et même si personne ne te donne la permission. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu deviens complice de ta propre médiocrité. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas la difficulté de l'environnement. C'est toi répétant le même scénario de toujours pour ne pas porter le poids de tes décisions. Si tu veux une nouvelle vie en 2026, arrête de demander à la vie d'être juste et mets-toi au travail sur la seule vraie justice, ta discipline, ta parole et ton action quotidienne soutenue. Tu ne peux pas exiger des résultats extraordinaires avec l'engagement médiocre de toujours. Engage-toi avant de ressentir l'envie.
C'est le seul pacte qui a de la valeur lorsque la réalité se fait pressante. 10. Utilisez le stoïcisme comme outil pratique. Le stoïcisme n'est pas là pour orner votre bibliothèque, il sert à désarmer votre auto-illusion. Lorsque vous cessez de le voir comme une philosophie abstraite et que vous le ramenez dans le domaine de vos actions quotidiennes, vous réalisez que la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, mais contre la tendance chronique à justifier vos propres renoncements. Je me rends compte que chaque fois que je me trouve des excuses, lorsque je justifie mon manque de progrès avec des arguments intelligents, je ne fais que fabriquer une version de moi-même que je ne veux pas soutenir. L'esprit est spécialiste pour négocier avec l'inconfort, pour déguiser la paresse en prudence et pour peindre la résignation comme une acceptation mature. Mais le stoïcisme ne vous laisse pas vous cacher derrière ces masques. Il vous oblige à regarder avec une honnêteté brutale la distance entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites réellement. Dans la vie quotidienne, appliquer le stoïcisme, c'est remarquer l'instant exact où votre impulsion cherche un soulagement facile et décider de ne pas céder. C'est choisir de ne pas discuter avec la réalité, mais d'agir sur ce qui est en votre pouvoir, même si c'est inconfortable ou n'apporte pas de récompense immédiate. Je me surprends à détecter le mécanisme. L'esprit veut éviter l'effort, sabote l'engagement et amplifie les obstacles pour vous protéger de l'épuisement. Mais chaque fois que j'interromps ce cycle et que j'agis depuis le principe stoïque, je sens le poids diminuer. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que je cesse de porter l'angoisse de ne pas essayer. Le stoïcisme, compris ainsi, est un outil pour désactiver le piège de la procrastination. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de gouverner la réaction automatique qui vous pousse à la plainte et à l'immobilisme. Lorsque j'admets que je ne contrôle pas l'extérieur, mais que je contrôle ma réponse, je cesse de chercher des excuses et je commence à investir de l'énergie dans ce qui est réellement concret. Mon action, mon attention, mon présent. C'est la différence entre vivre à la merci de vos états d'âme et construire une volonté entraînée pour résister à la pression du désir immédiat. Fais ce qui te revient, même si personne ne regarde. Cette phrase suffit à fracturer l'inertie de la passivité. Être stoïque aujourd'hui, c'est identifier le piège mental qui vous vend un soulagement à court terme et choisir la douleur constructive de l'effort soutenu. C'est se rappeler, dans la pratique, que l'inconfort est le prix de la liberté personnelle et que chaque jour, sans l'affronter, est un capital émotionnel que vous perdez. La philosophie n'a de valeur que si vous en faites une habitude, si vous l'utilisez comme filtre pour vos décisions et comme encre dans les jours gris. Vous n'êtes pas vos arguments, vous êtes vos actions répétées. C'est la mesure pour savoir si le stoïcisme est vivant dans votre routine ou s'il n'est qu'un autre masque élégant pour ne rien changer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.